Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal dédié à l'actualité monégasque. Je vous propose de découvrir le sommaire en images de cette nouvelle édition. Il sera question de la conférence européenne des présidents de parlement organisée à Strasbourg il y a quelques jours. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi ont suivi la délégation du Conseil national monégasque sur place. L'occasion pour eux de suivre les différentes thématiques à l'ordre du jour cette année. Volet associatif dans ce journal avec la soirée de gala des 30 ans de Jeunes J'écoute, fondée par son Altesse Royale la princesse Caroline de Hanovre, en présence notamment de Tony Parker. L'Opéra Galerie a remis un chèque à l'association Mission Enfance, une somme qui permettra à l'association de venir en aide aux enfants dans le besoin. Et puis c'est un lundi de sport. Frédéric Elion reviendra à l'issue de cette édition sur les disciplines qui ont marqué le week-end. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Je vous le disais en début de cette édition en prenant la direction de Strasbourg. Strasbourg où était organisée il y a quelques jours la conférence européenne des présidents de parlement. Alors vous le savez, depuis 2004, la principauté fait partie du Conseil de l'Europe. Une représentation importante puisqu'elle permet d'évoquer les spécificités de Monaco et de les faire reconnaître au niveau international. Le Conseil national monégasque travaille d'ailleurs en ce sens. Les explications de Vanessa Dessy. Ils ne sont pas moins de 47 États membres au Conseil de l'Europe. Ce lieu d'échange intergouvernemental permet de défendre les droits de l'homme, de rechercher des solutions aux problèmes de société et de développer la stabilité démocratique en Europe. La principauté intègre le Conseil de l'Europe en 2004, une adhésion significative, surtout pour faire connaître et reconnaître sans cesse les spécificités de la principauté. C'est très important et une des gros avantages d'être représenté au Conseil de l'Europe, et on a des représentants du Conseil national très efficaces et très visibles, c'est aussi de défendre les spécificités de Monaco dans cette enceinte. Parce que c'est vrai qu'on est petit, le pays étant tout petit, avec des spécificités très particulières qui sont mal comprises la plupart du temps par l'ensemble des autres pays. Il est important d'être sur place pour pouvoir défendre nos particularités. Les idées fausses sur Monaco ou les idées imparfaites sont vraiment légion et je crois que vraiment il faut répéter. Et notre travail à chaque fois qu'on est en déplacement, que ce soit ici au Conseil de l'Europe ou que ce soit dans d'autres assemblées parlementaires, c'est toujours de répéter, d'expliquer pourquoi on est différent, mais que la démocratie en principauté marche et qu'on a véritablement un pays démocratique et où les décisions, les lois sont votées dans des bonnes conditions, en particulier les lois puisque c'est ce qui me concerne. Je crois que c'est ça qui est important de répéter à l'extérieur et je pense qu'on n'a pas fini notre travail, on va le faire encore plusieurs années. Malgré une grande diversité, les petits États aspirent à une reconnaissance unanime de leur rôle et de leur présence au niveau international. C'est pourquoi aujourd'hui Monaco, représenté au Conseil de l'Europe, est une avancée très importante. C'est très important puisque 47 États, l'Europe au sens large est représentée au sein du Conseil de l'Europe. C'est dans cette organisation que sont créer la plupart et améliorer les situations dans les États, surtout dans les nouveaux États d'Europe. Et donc Monaco a besoin de démontrer que nous sommes un État à part entière, indépendant, respectueux des libertés de chacun et des droits de l'homme. Et d'ailleurs, à cet égard, je rappellerai que Monaco était un des premiers pays d'Europe à abolir la peine de mort en 1911 dans la première constitution. Et c'est une des obligations du Conseil de l'Europe pour devenir membre de cette institution. Ainsi, depuis son adhésion en 2004, la principauté a démontré sa volonté et son désir de coopération avec le Conseil de l'Europe. Vous venez de le voir dans ce reportage, la principauté de Monaco fait donc partie des 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Il y a quelques jours était donc organisée la conférence européenne des présidents de parlement. Plusieurs thèmes d'actualité ont été abordés, comme l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme, un sujet sur lequel revient Vanessa Dessy. L'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme, le rôle des parlements nationaux, tel était le premier thème abordé lors de la conférence européenne des présidents de parlement. Durant son intervention, le président du Conseil national a souligné son inquiétude face au renforcement de la procédure de sélection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Un concours de plus en plus difficile qui recherche l'excellence,
Mais non sans conséquences pour les petits États. J'ai voulu intervenir aujourd'hui sur un point bien particulier. Les normes pour choisir les juges sont de plus en plus complexes et de plus en plus importantes, et non seulement en termes de formation, expérience professionnelle et autres. Et j'ai mis en exergue le fait que si l'on continue dans cette direction, des petits États comme Monaco, mais Andorre a d'ailleurs repris mes paroles dans leurs interventions, des petits pays auront beaucoup de mal à faire nommer des juges qui répondent aux critères que le Conseil de l'Europe n'arrête pas de relever au fil du temps. Et donc j'ai demandé à ce que l'on réfléchisse au fait qu'un juge qui est à la Cour européenne des droits de l'homme doit aussi représenter son pays, connaître les spécificités. Donc rien de mieux qu'un national pour avoir une bonne information de la Cour européenne. Actuellement en poste depuis 6 ans, Isabelle Béraud-Lefebvre, juge pour la principauté à la Cour européenne des droits de l'homme, soutient les interrogations du Conseil national. Il est vrai que les critères sont maintenant de plus en plus stricts pour avoir, et il le faut, des juges de qualité à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il faut aussi tenir compte des spécificités des petits pays, comme Monaco, Andorre, Saint-Marin. Et je crois que, compte tenu de ces spécificités, il est important que ces petits pays puissent et soient à même de présenter des candidats qui aient la nationalité de ces pays. Parce que le rôle du juge national au sein de la Cour, il est important. C'est aussi la crédibilité du pays qui est en jeu. Donc je crois qu'il est important que les pays soient à même de présenter des candidats de leur propre nationalité. Jusqu'en 2015, l'année du prochain mandat, le Conseil national continuera de réitérer ses arguments afin d'obtenir des aménagements sur la nouvelle procédure de recrutement des juges à la Cour européenne. Jean-François Robillon qui participera, tout comme son Excellence le ministre d'État Michel Roger, à la séance publique organisée ce mercredi 26 septembre dès 18 h au Conseil national, une séance consacrée à la réforme des retraites. Cette séance sera bien sûr à suivre en direct sur Monaco Info et sera aussi la toute première séance publique organisée au nouveau siège du Conseil national. Du Conseil national à la salle des étoiles. On ouvre à présent un volet associatif puisque le week-end qui vient de s'écouler a été marqué par l'organisation d'un gala à l'occasion des 30 ans de l'association Jeunes J'écoute, une association fondée au début des années 80 par son Altesse Royale la Princesse Caroline de Hanovre pour venir en aide aux jeunes en difficulté. Plusieurs vedettes ont défilé sur le tapis rouge, le basketteur Tony Parker, le duo de comiques Omar et Fred et la chanteuse Ina Modja. Frédéric Elion était sur place. Une pléiade de stars pour la bonne cause. Samedi soir, de nombreuses personnalités du monde du sport, de la télévision ou encore de la chanson ont répondu présent à l'appel de Tony Parker pour une soirée de gala au profit de 2 associations, C'est que du bonheur et Jeunes J'écoute, un événement qui avait lieu pour la première fois en principauté. Ça fait longtemps qu'on fait des dîners de gala, des ventes aux enchères pour aider les enfants malades. Ça fait maintenant 7 ans, c'est le 7e dîner. En étant ambassadeur de Make-A-Wish, on essaie toujours de trouver des choses pour innover. Et donc ça faisait 6 ans qu'on le faisait à Paris et là on s'est délocalisé pour la première fois. On en a fait un il y a 2 jours à Lyon qui s'est très bien passé. Donc j'espère que les Monégasques seront aussi généreux que les Lyonnais et les Parisiens. Au programme de la soirée, un dîner, un concert ainsi qu'une vente aux enchères avec à la clé 2 lots prestigieux. Un week-end à San Antonio avec Tony Parker et un voyage à Paris pour assister au tournage d'un film d'Omar Sy. Association toujours, puisque Mission Enfance s'est vu remettre un chèque de 31 000 € par l'Opéra Galerie après la clôture de son exposition de l'impressionnisme au pop art. Un partenariat entre l'art et l'humanitaire qui permettra donc à Mission Enfance de poursuivre ses actions sur le terrain en faveur des enfants en détresse. Léa Bellante. 31 000 €, c'est le montant du chèque donné par l'Opéra Galerie à l'association Mission Enfance. En juillet dernier, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a participé au vernissage de cette exposition, rassemblant une 50aine d'œuvres de grands maîtres. C'est alors grâce à une partie de la vente des peintures de Picasso ou encore de Magritte que l'association a pu récolter des fonds.
Nous pensons qu'effectivement l'art a une grande tradition de partenariat avec l'humanitaire. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de galeries européennes et très peu d'acteurs de l'art, si j'ose dire, qui font ce genre de choses en Europe. Et on n'est pas plus intelligent qu'un autre. Donc il faut maintenant recalibrer un petit peu les choses. Mais c'est un partenariat qu'on va prolonger dans la durée, certainement. D'abord et avant tout parce qu'on s'entend très bien avec les gens de Mission Enfance. Et d'abord et avant tout parce que nous faisons les choses et Mission Enfance font les choses. L'association Mission Enfance a pour but la scolarisation des enfants dans les régions difficiles du monde entier. Depuis sa création, il y a 21 ans, c'est la première fois que l'association s'associe avec une galerie d'art. Je pense que ces 31 000 €, certainement avec l'accord du conseil d'administration et de notre directrice Domitille Lagourgue, certainement iront en urgence pour la construction, l'aide au financement d'une école en Afghanistan qui sera pour filles et garçons. Parce que c'est un projet pour le couvrir complètement, pour lequel nous avons besoin de 150 000 $. Et donc cet argent nous permettra d'ajouter une tranche et de pouvoir avancer sur ce projet de construction. L'association a déjà secouru plus de 500 000 enfants dans le monde depuis la date de sa création. Mission Enfance, les 30 ans de Jeunes J'écoute, la conférence européenne des présidents de Parlement. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité aujourd'hui. On passe à présent à vos prévisions météo. Mardi, temps assez beau mais sans stabilité, de beaux instants de soleil et quelques nuages menaçants, température comprise entre 20 et 24 degrés. Mercredi, soleil intermittent avec pas mal de nuages menaçants, surtout près du Montagel. Jeudi, petite douceur instable, ciel partiellement nuageux, 22 degrés au meilleur de la journée. Vendredi, de la douceur et de l'instabilité avec un ciel changeant. Le début de week-end s'annonce aussi en partie nuageux, comptez 19 degrés le matin et 23 au meilleur de la journée. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur Monaco Channel, à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de votre écran. Et puis le sport, c'est maintenant avec Frédéric Elion. On se retrouve très prochainement sur Monaco Info. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal des sports. Commençons tout de suite par le football. L'ASM s'est rassurée vendredi soir à Lens en écrasant le club nordiste 4-0 pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Regardez le résumé de la rencontre avec Émilie Rousseau. L'AS Monaco a mis fin à 15 années de disette au Stade Bollaert vendredi et avec la manière, il aura fallu tout de même attendre la seconde période pour que les Monégasques ouvrent le score. À la 49e minute, Ferreira Carrasco tente sa chance mais son tir est repoussé par Rudy Rioux. Le ballon traîne dans la surface, cafouillage devant le but lensois et c'est Touré qui trouve la solution et qui marque le premier but de cette rencontre. Le buteur sénégalais double la mise de la tête 2 minutes plus tard grâce à ce long centre de Tsavelas. Et le sort s'acharne contre les Lensois. À la 69e minute de jeu, l'AS Monaco bénéficie d'un pénalty indiscutable suite à cette faute d'Alassane Touré. Valère Germain se charge d'inscrire le 3e but de ce match. Les joueurs de Claudio Ranieri multiplient les occasions devant le but et celle dans le temps additionnel sera la bonne. Touré réalise un triplé en trouvant la lucarne de Rudy Rioux. Score final 4-0, le score est sans appel et l'ASM renoue avec la victoire. De bon augure avant les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Les Rouges et Blancs recevront Valenciennes mercredi à 20h55 au Stade Louis II. Vous étiez peut-être au Stade Louis II les 8 et 9 septembre dernier pour le Trophée des champions de handball. À cette occasion, nous avions rencontré plusieurs joueurs sacrés champions olympiques à Londres. Voyez ce reportage. On les appelle les experts. Ils ont tout gagné entre 2008 et 2012. Champion olympique à Pékin, champion du monde en 2009, champion d'Europe en 2010. Les handballeurs français écrasent la concurrence depuis plusieurs années et ils sont plusieurs à évoluer à Montpellier. Attendus au tournoi à Londres, ils ont répondu présent et glané un 2e titre de champion olympique consécutif. Un souvenir impérissable. Le titre, bien sûr, il restera toujours dans mémoire et ce qu'on a fait, c'est exceptionnel et bien sûr qu'on va continuer à le vivre parce qu'on rencontre aussi beaucoup de personnes qui nous le rappellent tous les jours, qui nous en parlent. Donc après, voilà, maintenant,
ce qui est particulier sur les années olympiques, c'est qu'on enchaîne tout de suite le championnat et il faut se replonger le plus vite possible dans l'actualité avec le club et c'est ce qu'on a fait. Donc là, ça fait maintenant 3 semaines qu'on a repris avec le club, qu'on s'entraîne, on est parti en stage à droite à gauche et on est de nouveau avec Montpellier, on est content de retrouver les coéquipiers de club, nos potes. On a eu le temps d'apprécier en revenant, on a eu une semaine et demie pour se reposer, profiter un peu avec tous les copains, la famille et tout. Donc, après c'est sûr que tu as toujours des petits rappels de ce que tu as fait pendant l'été, quand tu as les gens qui disent merci, qui veulent prendre des photos, qui disent allez où la médaille. Moi j'ai pas encore vu toute ma famille et là je suis dans le coin donc j'ai dû apporter la médaille pour faire les photos avec ma grand-mère, donc profiter encore un peu malgré tout. Depuis, les joueurs se sont replongés dans le championnat de première division, une compétition plus relevée cette année, avec un Paris Handball version Qatari comme principal adversaire et de nombreux autres outsiders. La concurrence est de plus en plus dure et qu'on a la Ligue des Champions aussi à mener, donc voilà, ça va être très très compliqué avec de plus en plus de matchs dans le championnat français difficiles, avec à mon avis des périodes qui vont être difficiles à gérer avec des déplacements à la fois en Ligue des Champions et à l'extérieur contre des équipes costauds on va essayer de gérer au mieux et de continuer sur la lancée de l'année dernière, même si le fait d'avoir tout gagné l'année dernière, ça va être dur de refaire. Il n'y a pas que Paris, il y a Paris, Saint-Raphaël, Nantes, Dunkerque, il y a beaucoup d'équipes qui ont recruté des gros joueurs et des joueurs étrangers en plus, donc des joueurs qui ont de l'expérience. Donc oui, nous ça va nous préparer aussi pour la Ligue des Champions. Et bon, ça va faire des matchs serrés et accrochés. Je pense que le public est friand de ça et je pense que c'est bien aussi pour nous les joueurs pour se préparer pour les gros matchs et pour l'intérêt du handball en général. Et les Montpelliérains ont bien entamé leur saison puisqu'ils sont en tête du championnat après 2 journées. À venir, le match au sommet contre le Paris Handball le 30 septembre. Dans l'actualité, en bref, 2e succès de la saison pour l'ASM Handball en National 3. Les Rouges et Blancs sont allés gagner à Prades-le-Lez 34-28 et restent invaincus cette saison. Les volleyeurs monégasques étaient également sur les terrains. Ce week-end, les Rouges et Blancs ont éliminé Mandelieu 3-7-0 en Coupe de France et ils se qualifient pour le 2e tour de la compétition. Un dernier résultat, en tennis de table, cette fois-ci, l'ASM a remporté son premier match de la saison à Chelles, 11-6. Prochain adversaire, l'équipe d'Antibes, le 6 octobre prochain. Vous l'avez vu dans notre journal, Tony Parker était en principauté ce week-end pour une soirée caritative. L'occasion pour nous de revenir avec lui sur ses ambitions pour la saison NBA à venir. Pour nous, c'est toujours le même objectif, c'est de gagner le titre. Je pense qu'on a une très bonne équipe. On a misé sur la stabilité. On n'a que Nando, en fait, c'est le seul nouveau joueur qu'on a. Donc on verra bien, ça va être une saison qui va être très dure parce qu'il y a des équipes qui ont fait des gros transferts comme les Lakers, les Clippers, mais ça va être une bonne saison. Nous, on fonctionne toujours comme ça, c'est toujours important pour nous. Ça fait longtemps qu'on a le même noyau dur, le même coach, donc on va s'appuyer sur ça pour essayer de sortir encore une grande saison. Il fait partie des nombreux sportifs de haut niveau qui résident en Principauté. Philippe Gilbert a été sacré champion du monde de cyclisme ce week-end aux Pays-Bas. Un nouveau titre pour le cycliste belge qui a déjà un palmarès bien garni. C'est la fin de ce journal des sports. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Monaco Info.